La voiture, un bien de luxe, oui, vous avez bien entendu. C'est ce que pensent aujourd'hui 3 Français sur 4, d'après un sondage mené par l'assureur Léo Caire. Alors pourquoi cette perception de la voiture? Peut-on s'en passer au quotidien et trouver des alternatives moins chères? On va en parler, en débattre avec nos invités qui sont sur ce plateau. Christophe Dandois est à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le PDG de Léo Caire, justement, l'assureur qui a fait le sondage dont on va parler. Sylvie Landriev est avec nous également. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Directrice du forum Vie Mobile, et Benjamin Cuc est également à nos côtés. Bienvenue, journaliste spécialiste de l'automobile. Avant de vous entendre, si vous le voulez bien, on va regarder quelques chiffres qui nous donnent une idée du coût moyen de la voiture au quotidien, de l'achat avec l'entretien aussi. On exclut pour l'instant, et gardez-le bien en tête, l'assurance dont on parlera dans un second temps. Alexandre, combien est-ce que ça coûte donc précisément de posséder une voiture aujourd'hui? Eh bien, c'est un budget assez conséquent. Regardez, l'an dernier, le prix moyen d'un véhicule neuf en France était de 34 872 €, un prix qui a bondi en 4 ans, plus 24% depuis 2020, avec, on le voit sur la courbe, une évolution constante. Et quant au prix d'un véhicule d'occasion, il s'élevait l'an dernier à 19 992 €, avec cette fois-ci une tendance tout de même légèrement à la baisse. Acheter un véhicule, c'est donc un investissement au moment de l'acquisition, mais c'est aussi un coût annuel important. L'an dernier, les Français ont dépensé en moyenne 5 107 € dans leur véhicule, avec comme poste de dépense le plus important toujours l'acquisition, 2 855 € en moyenne, qui correspondent bien souvent au remboursement du crédit. Mais d'autres postes importants existent, notamment le carburant, 933 €, le stationnement et le péage, 430 €, ou encore l'entretien, 336 €. L'entretien qui est d'ailleurs perçu comme le poste de dépense le plus contraignant par les Français. Quand on leur pose la question, eh bien, il revient dans 36% des réponses, devant le carburant ou encore le financement. C'est une perception qui est d'ailleurs assez différente du coût objectif de ceci, puisqu'on voit bien que c'est l'un des postes les moins importants qui est perçu tout de même comme le plus contraignant. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions et ces quelques chiffres dont on va parler à présent avec nos invités. Christophe Dandois, quand vous faites ce sondage, est-ce que vous vous attendez à de telles réponses et est-ce que finalement les Français vous disent bah oui, en fait c'est trop cher la voiture, c'est un bien de luxe? C'est toujours surprenant finalement, c'est pour ça qu'on fait cette étude chaque année. Quand on a posé la même question il y a 3 ans, c'était 2 tiers. Donc on voit bien déjà par rapport à ce que vient de montrer votre collègue, il y a une augmentation de près de 20% en 2 ans. Finalement, ce qui est très surprenant, c'est que Henry Ford nous a permis d'avoir la voiture pour tous et des mobilités. Et notre étude montre que finalement, un siècle plus tard, on est en train de se poser la question de pouvoir continuer à bouger. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est la partie financière. On voit quand même que près d'un Français sur 2 a renoncé à changer de véhicule, que ce soit d'ailleurs d'occasion ou neuf, parce qu'il n'en a tout simplement pas les moyens. Et donc cette étude vise à se poser une question sociétale et sociale. C'est aussi l'objet de notre échange, de comprendre est-ce qu'on peut trouver des solutions face à ces 74% qui s'interrogent de pouvoir finalement continuer à avoir encore un véhicule. Ouais, est-ce que la solution, c'est toujours la voiture individuelle? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs moyens de mobilité? On va s'interroger. Benjamin Cuc, on voit bien que le prix de la voiture, qu'elle soit d'ailleurs d'occasion ou neuve, a augmenté ces dernières années. Comment ça s'explique déjà? Comment on explique que quelque chose que beaucoup de gens possèdent continue à augmenter en prix? Les voitures ont augmenté, oui, beaucoup, puisque 34%, ça valait 20 000 € il y a 10 ans, une voiture en moyenne. Aujourd'hui, c'est 35 000. Mais déjà, c'est plus les mêmes voitures qu'il y a 10 ans, et encore que. Mais c'est surtout qu'en fait, les Français se sont appauvris. C'est le vrai problème, parce que dans l'Union européenne, où les salaires ont augmenté, quand on voit que le nombre de gens qui tournent au SMIC et qui n'arrêtent pas d'augmenter, en fait, ce sont les Français qui se sont appauvris. Mais les voitures n'ont pas augmenté, puisque en 95, il fallait à peu près 1 an de SMIC. C'était moins de 1 000 € le SMIC, pour l'équivalent de moins de 1 000 € pour s'acheter une Twingo. Aujourd'hui, il faut 6 mois de SMIC pour s'acheter une Dacia Sandero. Donc le prix par rapport au revenu minimum n'a cessé de baisser. Sauf que le nombre de bénéficiaires du revenu minimum n'a cessé de croître. C'est-à-dire que les Français s'appauvrissent globalement et ils trouvent tout plus cher. Il y a 1% de Français qui gagnent plus de 100 000 € par an. Aux États-Unis, il y a 30% de la population qui gagne plus de 100 000 € par an. C'est juste une réalité. On est dans un pays appauvri, donc les gens trouvent toujours plus cher. Voilà,
C'est effectivement une réalité aujourd'hui et les chiffres nous le montrent et vous venez de les citer, Sylvie Landriève. C'est vrai que c'est intéressant parce que on se dit aujourd'hui, il y a, selon une étude de l'IFOP en avril dernier, me semble-t-il, 86% des Français qui utilisent et possèdent une voiture et l'utilisent au quotidien. C'est donc énorme sur l'ensemble de la population. On continue à en acheter malgré le fait que ce soit cher, mais ça veut dire quoi pour notre quotidien ? En fait, ce que disent les intervenants et puis aussi les chiffres, c'est que oui, en fait, on est très nombreux à avoir des voitures, c'est 80% des ménages, plus de 80%, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Mais malgré tout, c'est pas l'assurance mobilité que nous vend la publicité. En fait. C'est-à-dire que quand on regarde la publicité, on a l'impression que si on a une voiture, on est tiré d'affaire. Alors bien sûr, il y a les questions économiques qui viennent d'être évoquées, mais il y a plein d'autres questions. Déjà, il y a quand même un tiers de la population qui ne peut pas conduire. Les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui sont handicapés, ceux qui n'ont pas le permis. Donc ça, c'est déjà un tiers de la population. Oui, mais ils bénéficient de la voiture de la famille, généralement. Ils sont, alors, des fois, mais ils sont quand même en dépendance. Donc, de toute façon, ils ne sont pas autonomes. Mais ça veut dire que ça interroge notre façon de penser la mobilité au-delà de la voiture individuelle, c'est ça ? Exactement. Et puis, donc, l'enquête qu'on a demandée au Crédoc juste avant l'été, c'était de demander aux gens, en fait, quelles sont les situations dans lesquelles ils renoncent à conduire. C'est-à-dire que même quand on a une voiture, qu'on a les sous, on a réussi à payer l'essence, on a réussi à l'acheter, et puis on a réussi à mettre de l'essence dans le réservoir, on a quand même plein de cas où on doit renoncer. Comme donc, quoi ? Par exemple, le cas vraiment très massif, c'est j'hésite à conduire la nuit. Donc ça, c'est parce qu'on vieillit, on n'est pas à l'aise, on a peur de l'accident ou du pépin qui va tout de suite devenir très très compliqué la nuit. Et donc on a une personne sur deux parmi les conducteurs qui se posent des questions dans ce cas-là. Oui, voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que la voiture, ce n'est pas l'assurance mobilité, en fait. Comme même si, je veux dire, la voiture, c'est la première des libertés, on l'a vu dans tous les pays de l'Est, tout ce qu'ont fait les gens de l'Est, c'est pouvoir s'acheter une voiture dès qu'ils sont passés à l'Ouest. Mais la réalité, c'est aussi que, qu'est-ce qui fait que les voitures aujourd'hui sont freinées ? Les pouvoirs publics. Quand la politique des pouvoirs publics fait tout pour perdre et désindustrialiser la France, comme on l'a vu depuis 30 ans. Je veux dire, les derniers délires de la mairie de Paris de mettre des stationnements à la journée à 250 ou 300 euros la journée de stationnement, ça dissuade d'avoir une voiture à Paris, ça c'est certain. Mais Paris, c'est peut-être pas la plus grande problématique. Quand on est à Paris, oui, à Paris, il y a une offre de transport en commun, mais quand on est pauvre et qu'on vit en banlieue et qu'on doit venir travailler à Paris à 5 h du matin parce qu'on travaille dans un hôtel à faire le ménage, et on est obligé de venir avec une vieille Twingo pourrie qui se tape 250 euros de stationnement par jour. Donc quand on gagne même pas 1000 euros par mois, ça me paraît compliqué. Ça, c'est le premier point. Donc les pouvoirs publics qui mettent dans des politiques délirantes, le malus fiscal qui monte jusqu'à 80 000 euros, qui représente des fois 3 fois le prix d'une voiture neuve, on est dans un délire. Et ce qui fait qu'à la finale, l'État perd 3,5 milliards de TVA et de recettes fiscales par an sur la voiture depuis 5 ans. Mais c'est pas moi qui le fais. Alors, simplement, et par rapport à ce que vous venez de dire, et je vais vous faire réagir aussi, Christophe Dandois, quand on parle de la voiture et des mobilités de façon générale, il y a quand même plusieurs choses à avoir en tête. Il y a évidemment le coût pour toutes les personnes qui en possèdent, aimeraient en posséder. Il y a où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce moyen de transport ou avec d'autres. Il y a aussi le coût écologique, qui est aussi à prendre en compte dans toutes les politiques, et la question, évidemment, de ce que font les politiques publiques. Supprimer quelque chose, mais ne pas donner de solution, ça peut être évidemment problématique. Est-ce que ça s'est ressenti dans le sondage que vous avez fait, Christophe Dandois ? Dans l'étude montre que 36% des Français n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture tous les jours. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et quand on était ensemble tout à l'heure, on échangeait. Quand on parle souvent au sens politique de mobilité, on parle de tout sauf de la voiture. Et à partir du moment où on est conscient qu'un tiers des Français, comme vous voulez le dire, pour aller tous les matins au travail, n'ont pas d'alternative, on ne peut pas séparer quelque chose, entre guillemets, de bienveillant, écologiquement, transport en commun, etc., et d'annihiler, finalement, ou d'oublier un tiers des Français. Donc la solution, ça peut peut-être paraître rétrograde, mais la voiture fait partie des mobilités, alors peut-être pas des nouvelles mobilités, mais dans une stratégie de permettre à tous les Français d'accéder à la plus grande liberté, peut-être la première de pouvoir travailler, c'est un changement. Donc premier point, c'est évident que politiquement, à vouloir finalement faire avancer les mobilités, le transport en commun, les voitures électriques, on a oublié les fondamentaux. Ça, c'est un premier point. Chaque Français fait 21 km par jour pour aller bosser en moyenne. C'est l'INSEE qui le dit.
Donc, à un moment, 21 km, c'est sûr que moi, j'habite pas très loin d'ici. C'est pas un problème pour aller bosser à mon bureau, qui est pas très loin de chez moi en plus. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aurais pas besoin de voiture à Paris. Mais si j'habitais dans le Val d'Oise, du côté de La Roche-Guyon, que j'aime bien, dans le Vexin, la première gare est à 15 km. On y va comment, en trottinette ? Justement, et pour vous laisser terminer aussi là-dessus, on voyait à l'instant les chiffres de votre sondage sur les alternatives. Vous parliez des 36% qui considèrent qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la voiture. 44% envisagent ou ont déjà utilisé les transports en commun. Et puis après, ça descend aussi très vite pour le reste, qui est vélo, trottinette, autopartage et covoiturage. Par rapport à ça, nous, bien sûr, on le regarde, il faut être très clair, sous l'angle de l'assurance. Et donc, ce que l'on voit aussi, qui est important, depuis le 1er avril 2024, vous n'avez plus besoin d'avoir de vignette sur votre pare-brise, puisque c'est le fichier des véhicules assurés. C'est intéressant, c'est que pour la première fois en France, depuis le 1er avril 2024, on a un fichier central qui montre quelles sont les voitures assurées et quelles sont celles qui ne sont pas assurées. Et donc, à une époque, on pouvait, entre guillemets, fermer les yeux. Mais si aujourd'hui, les pouvoirs publics veulent comprendre et veulent regarder la réalité de ce qui est assuré, pas assuré, l'assurance, c'est un peu l'iceberg par rapport à cette problématique financière. Elle est obligatoire. Peut-être que changer ses pneus, on peut attendre un peu, etc. Mais l'assurance, quelque part, désolé de le dire comme ça, il faut y passer. Et donc, je pense qu'en regardant les 7 à 10% de gens qui roulent sans assurance, dont on connaît les conséquences, ça veut dire payer toute sa vie pour le sinistre qu'on a donné, eh bien peut-être qu'en regardant les chiffres aussi en face, on pourrait tous collectivement, État, constructeurs, politique régionale et assureurs, trouver une solution. Parce qu'on peut baisser cette facture, c'est évident. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites et je vous donne la parole juste après Sylvie Landriève sur l'assurance et sur le fait de faire le choix de ne plus s'assurer parce qu'on estime qu'on n'en a pas les moyens. Il y a effectivement des Français qui le font et certains ont accepté de nous répondre, de nous expliquer pourquoi. Justement, on va regarder leur témoignage dans ce reportage de Camille Rijad et on en parle juste après. Rouler sans être assuré. C'est ce qu'a fait cet homme qui préfère rester anonyme pendant plusieurs mois. L'assurance de son scooter est devenue trop chère. Il a préféré s'en passer en toute illégalité. Il y a les flics qui ont des trucs comme ça. Là, c'est des galères. Je risque des amendes jusqu'à 700 € ou 800 €. Ils sont de plus en plus nombreux. 800 000 conducteurs circuleraient sans assurance. La moitié aurait moins de 30 ans. Pour tenir leur budget, d'autres préfèrent réduire leur garantie, comme ce retraité. Il est passé d'une assurance tout risque 600 € par an à une assurance partielle 3 fois moins chère. Tout ce que j'ai vu, c'était trop cher pour rien. J'ai pas eu beaucoup d'accidents, j'ai pas eu... Donc c'est pour ça, donc il faut revenir sur terre. Mais réduire sa couverture n'est pas sans risque. Cet automobiliste en a fait l'amère expérience 10 jours après avoir changé son contrat. C'est l'aile gauche en fait, voilà, qui est un petit peu endommagée. Un devis de 500 € non pris en charge. J'ai regretté d'avoir changé d'assurance. J'ai décidé de rouler ainsi et de laisser tomber pour l'instant les réparations. Conduire sans assurance est un délit passible de 750 € d'amende et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Sylvie Landriève, j'aimerais entendre votre réaction après ces témoignages. C'est quand même catastrophique de se dire qu'aujourd'hui en France, des Français, parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir s'assurer, font le choix de ne pas le faire et de se mettre dans des conditions déjà hors la loi et puis dans des conditions potentiellement dangereuses aussi pour eux. Et donc, effectivement, c'est parce que le plus souvent, donc, comme cela a été dit, en fait, il n'y a pas d'alternative, en particulier dans certains territoires, pour certains motifs, etc. Même si, malgré tout, le domicile-travail, ça n'est que 20% des déplacements. Je mets ça au passage dans la balance. Et donc, le problème, c'est que le coût global du système voiture, c'est 300 milliards par an. Et en ce moment, toujours moins que le coût global de la SNCF que vous représentez en Fonds. Mais... Alors, comment le gouvernement, par exemple, en ce moment, il réfléchit à son budget. Le budget, qui est en suspens, c'est 44 milliards. Donc si on compare au coût du système voiture, c'est 300 milliards. Donc vraiment, la question qui se pose, c'est vraiment comment on pourrait... Parce que le problème, c'est que c'est les particuliers qui payent l'essentiel de ces 300 milliards. Donc dès que les revenus baissent, dès qu'ils prennent de plein fouet la question de je suis dépendant de ma voiture pour me déplacer. Donc nous, on fait des forums citoyens. Ce que disent les gens, c'est que ce qu'ils veulent, c'est avoir la liberté de se déplacer. Ils ne sont pas spécialement demandeurs d'avoir une voiture, ou pas tous, pas tout le temps, etc. C'est moins ça leur sujet que de pouvoir se déplacer. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre sur la table
des alternatives. Et une alternative systémique. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a que des bouts de machin. Mais il y en a eu à un moment donné des alternatives, je pense aux lignes de train régionales ou locales. Il y a un moment où il y en avait plus en France. C'est la SNCF que Mme Landrier représente, puisqu'elle est salariée de la SNCF et que Vie-Mobile est un forum créé par la SNCF qui a fermé toutes ces lignes. Donc j'allais y venir, c'était ma question. Mais vous me devancez. Du coup, si on peut en parler, et si vous le voulez bien, puisqu'on va en débattre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question là-dessus? Parce qu'une partie des Français, pour aller au travail, peut-être pour aller faire leurs courses ou pour les activités du quotidien, est-ce qu'il ne faut pas justement repenser nos transports en commun et donc justement les lignes de train? Bah si, certainement, je vous dis. La SNCF passe son temps à fermer des lignes de train. Et quand on prend un train, s'il arrive en retard, c'est de votre faute. Et vous n'êtes pas indemnisé. Si vous allez en Suisse, par exemple, où il y a le plus gros maillage ferroviaire d'Europe, même en Allemagne, mais les trains ne sont jamais à l'heure en Allemagne, il y a des maillages ferroviaires où toutes les villes de Suisse sont desservies par un train. Il y a des endroits, il y a des départements comme l'Ardèche où depuis 30 ans, il n'y a plus un train. C'est une réalité. L'État désinvestit la SNCF, il fait des ronds de jambes au syndicat de la SNCF en permanence pour éviter toute grève. Ça ne les gêne pas de se mettre en grève une fois par semaine. Et la SNCF fait des bénéfices extraordinaires. On se souvient de Mme Parly, qui était directrice de la prospective de la SNCF, payée 500 000 € par an. Tout ça pour que les gens préfèrent leur voiture à l'arrivée parce que la SNCF, c'est nul. Je pense qu'en fait, le sujet, c'est surtout que l'organisation du territoire, elle a beaucoup changé. En fait, avant, en gros, on habitait et on travaillait près de son domicile, et puis éventuellement, on prenait le train de temps en temps pour aller voir sa famille ou pour autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui sont sortis des centres-villes, qui sont maintenant le long de voies routières. Il y a beaucoup de logements qui sont eux-mêmes dans des lotissements, qui ont été... Donc tout le système spatial, il a été structuré par la voiture. Donc effectivement, pour avoir une alternative au système actuel, il faut articuler le train sans doute, mais pas que. Le car, le vélo, la marche, pour avoir un système global. Et donc, pour ceux que ça intéresse, en fait, on va bientôt le présenter en public le 16 septembre. Et en fait, tout sera sur notre site, sur le site Internet. Christophe Dandois, votre position sur cette question, justement, voiture, train, autres moyens de transport et de mobilité? Ce qui est clair, c'est que c'est vrai que le train a été... J'ai raconté ma vie en tant que petit-fils de cheminot. Moi aussi. Ça fait partie, quelque part, de la vie des Français. Absolument. Et on voit aujourd'hui que, quelque part, l'impression qu'il n'y a plus que le TGV, et que c'est plutôt les grandes villes. Nous, on le voit aussi parce que la voiture sert aussi à aller à une gare. On peut habiter en périphérie, dans une zone rurale, et aller à la gare. Et on le voit parce que, notamment depuis le Covid, il ne faut pas oublier aussi le télétravail, qui a changé aussi beaucoup les habitudes, il y a une réduction assez importante, post-Covid, de la distance d'un véhicule. Et donc, la réponse est celle, finalement, dont on a démarré cet échange, qui est de regarder cette mobilité. Et donc, on l'a un peu considéré un moment dans la vision Blablacar, un moment avec les bus. On voit bien que fermer les lignes, c'est aussi dramatique pour certaines zones, et que la réponse, c'est d'intégrer la voiture. Et donc, peut-être que si dorénavant, le transport, on prend en compte la voiture, on parle aussi du copartage, qui est un véritable sujet qui n'est pas forcément organisé. Et donc, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que la réponse, c'est bien le coût global. Et j'ouvre une parenthèse, l'électrique ne va pas répondre à ces problèmes de coût. L'électrique, malheureusement, au-delà du kilowattheure, sur un plan assurantiel, sur un plan sinistralité, il est beaucoup plus important. Oui, mais sauf que, monsieur, excusez-moi, la voiture électrique est beaucoup moins volée que la voiture thermique, donc déjà subit des codes de sinistralité sur les vols de véhicules, parce qu'elle n'est pas volée. Personne ne vole de voiture électrique, d'une part, et d'autre part, le coût d'usage au quotidien d'une voiture électrique est 4 fois moindre que d'une voiture thermique. J'ai juste terminé à cet endroit. À peu près 40% des sinistres en France en automobile sont ce qu'on appelle des sinistres avec tiers. Donc, ce que montrait votre reportage, je suis rentré dans quelqu'un. Eh bien, d'une voiture thermique, je vais changer le radiateur, le front. Dans 30% des cas des voitures électriques, on est obligé de changer la batterie. Comme vous êtes spécialiste automobile, vous savez comme moi que ça représente
Combien d'une voiture? Ça représente 30% des voitures. Voilà. Mais la question, Donc, là, la question, là, simplement, c'est important. Oui, ça concerne ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison. Ça concerne Tesla, parce que pendant des années, Tesla a eu le leadership de la voiture électrique. Si pendant des années, Tesla a eu le leadership de la voiture électrique, sauf que c'est terminé parce que Elon Musk est complètement fou. Donc plus personne n'achète de Tesla. Et aujourd'hui, les voitures électriques, elles se réparent. BMW fait des voitures thermiques et électriques de la même carrosserie, et on répare aussi bien une BMW X1 qu'une X1. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'on est obligé de se dire voiture thermique, voiture électrique, c'est soit l'un soit l'autre, ou c'est soit le train, soit la voiture, ou soit le vélo, soit la voiture? Est-ce que finalement, pour une raison économique, mais aussi pour une raison de mobilité, quand on considère l'ensemble du territoire français, pas que le rural ou pas que les villes, il ne faut pas un mélange plus équilibré de tout ça? Bien sûr. C'est ça le nœud du problème. La difficulté, c'est que très souvent, effectivement, on additionne. On dit qu'il faudrait du vélo, il faudrait du covoiturage. Mais par exemple, vous faites les aires de covoiturage, elles ne sont pas accessibles autrement qu'en voiture. Donc en fait, il n'y a pas de pensée systémique et donc on met en réalité beaucoup d'argent public et privé, dans des choses qui sont des fois en concurrence sur le même espace, alors que l'espace il est limité, et donc on ne pense pas le système. Mais donc il y a un manque ici en termes de politique publique, à la fois sur la réflexion et sur l'investissement, et au final c'est les Français qui en paient le prix. Elle est trop mode par mode, exactement. Oui, trop à opposer les modes les uns aux autres, au lieu de penser quelque chose de global. Je veux dire, vous avez raison madame, mais qui est-ce qui oppose les modes? Quand vous avez des gens qui vous expliquent que la voiture c'est criminogène et écocide à longueur de journée, que si vous avez une voiture vous êtes quasiment un assassin. Non mais pardonnez-moi, si vous faites référence à des écologistes par exemple, puisque j'imagine que c'est ça, c'est un mini pourcentage de gens. Ils occupent un maximum. Vous avez entendu le Parti écologiste dire ça récemment? Ah oui, David Belliard me l'a encore dit il y a 3 semaines. Donc c'était. Ah vous? Bah écoutez, moi dans un débat télé, pas il y a 3 semaines, il y a 3 mois dans un débat télé. Attendez, on va se remettre les choses au clair. Juste simplement, est-ce qu'on est bien tous d'accord que quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la voiture, c'est un des premiers postes? Mais non, c'est faux, madame, c'est l'avion, c'est les cargos, c'est... Alors non, par rapport à l'utilisation et au nombre de personnes qui utilisent ces moyens de transport, il faut aussi remettre tout ça en place. Je vous parle en France. Vous regardez le Haut Conseil pour le climat. Mais l'écologie, c'est mondial, c'est pas que la France. La France, c'est 1% des émissions de CO2. Je suis d'accord avec vous que c'est mondial. Je suis juste en train de vous dire... Non mais attendez, si je peux juste finir une phrase simplement, je voudrais juste vous dire qu'il y a des choses scientifiques qu'on ne peut pas remettre en cause. Quand le Haut Conseil pour le climat fait des rapports, et j'imagine que vous les avez lus, je l'espère, il y a des choses. Après, il ne faut pas tout opposer, il ne faut pas tout incriminer. Mais j'oppose pas tout, mais qui est le champion de l'émission de CO2 en Europe? 89 grammes de CO2 par voiture neuve vendue, c'est la France. Qui est le pire? C'est l'Allemagne, 140 grammes. Vous direz, regardez le Conseil pour le climat dans les transports, c'est la voiture. C'est la voiture qui est le premier poste, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'annihiler. Mais l'avion Mais surtout, il y a des nouvelles, données. La population vieillit et la part de la population qui ne pourra pas conduire, elle va augmenter. Donc on doit s'en préoccuper. Ce qui est certain, en tout cas, et on l'a bien compris ici, on est tous d'accord, je pense, là-dessus, c'est qu'il faut des politiques publiques et qu'il faut mélanger tout ça. Oui, et il y a un coût, effectivement, pour tout le monde, tous les Français. On va terminer là-dessus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous d'avoir été avec nous.